à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je viens littéralement de faire chuter mon appareil photo au sol. Alors petit tips, je le savais en le faisant, hein. Ne déplacez pas votre trépied avec votre appareil photo dessus parce qu'une fois sur deux vous l'avez mal mis, il se casse la gueule. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé sur Pronote de leur faire une vidéo pendant les vacances, je vous jure c'est vrai. Ils se reconnaîtront, hein, bisous à eux. Donc ça y est, je me suis reposée un peu, c'est les vacances et donc j'ai un peu tardé parce que comme d'habitude j'ai juste 36 000 choses à faire. Mais je m'exécute et je vous fais une petite vidéo de réponse aux premières questions des élèves de la fournée 2022-2023. Surtout des 6e, si je ne m'abuse. Les 4e, vous avez le droit de poser des questions dans la boîte à questions, hein, je vous rappelle. Je vous avoue, sur ce coup-là, j'ai un peu triché, je les ai lus à l'avance parce que j'avais le sentiment qu'il y avait quand même un thème commun. Et effectivement, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur les araignées. Alors je sais pas si c'est l'arrivée d'Halloween ou quoi qui vous a complètement monté au cerveau, mais du coup, c'est bien, ça m'a permis de regrouper en fait les questions entre elles. Donc c'est parti, on y va pour cette première FAQ de l'année scolaire 2022-2023. Alors, première question qui n'a rien à voir avec les araignées du coup. On me demande si les poissons peuvent être cannibales. Alors déjà, on va redéfinir ce que c'est que le cannibalisme. Donc le cannibalisme, c'est le fait de consommer tout ou partie d'un individu de la même espèce que soi. Donc ça existe dans tout le monde animal, mais ça existe également chez les poissons. Il y a différents modes de cannibalisme. Je vais la faire rapide parce que c'est un sujet très très vaste, hein. Clairement, on peut faire une vidéo d'1 heure sur le sujet. Il existe du cannibalisme dit de survie, en fait, quand la population est trop nombreuse et qu'en fait l'accès aux ressources est limité, et bien des individus au sein de la même espèce vont se bouffer les uns les autres juste pour limiter le nombre de concurrents pour l'accès à la nourriture. Ça existe partout. Et ça existe aussi chez les poissons, donc les animaux, les poissons adultes mangent les petits ou mangent d'autres adultes pour limiter le nombre d'individus et faire en sorte d'accéder à la nourriture plus facilement. Voilà, donc c'est sous la pression en fait que le cannibalisme s'exerce. Il existe aussi ce qu'on appelle le cannibalisme sexuel. Alors ça, il est très connu, notamment chez la menthe religieuse. Où en fait les partenaires sexuels, avant ou après l'accouplement, alors on va pas rentrer dans les détails de l'intérêt de l'avant, mais bon, consomment tout ou partie à nouveau de leur partenaire. Ça s'explique, enfin les théories en général, c'est surtout le fait que la femelle, une fois qu'elle est fécondée, va bouffer le mâle, hein, littéralement, pour s'apporter de l'énergie qui lui permettra ensuite de bien développer ses œufs, etc. Ça existe beaucoup chez les insectes. Ça existe aussi chez les araignées. Après, chez les araignées, c'est moins flagrant parce que comme la femelle est énorme et que le mâle est tout petit, le fait qu'elle mange le mâle ne lui apporte pas tant d'énergie que ça. Donc bon, il y a d'autres raisons. Là, je vais pas rentrer dans les détails. Chez les poissons, je n'ai pas trouvé d'exemple de ce type de cannibalisme. Peut-être que ça existe, je suis pas une spécialiste. Mais bon, voilà. Et le dernier type de cannibalisme qui existe pour le coup chez les poissons, c'est le cannibalisme filial ou parental. C'est-à-dire que soit ce sont les parents qui bouffent les petits, leurs propres petits, soit ce sont les petits qui se bouffent entre eux, soit ce sont les petits qui bouffent leurs parents. Alors là, ça existe chez les poissons, ça existe chez plein d'autres espèces animales. Là, le principe, quand c'est les parents qui bouffent les petits, c'est l'objectif, c'est par exemple de supprimer les plus faibles, notamment chez la femelle, chez la femelle rat ou chez certaines souris. La femelle en fait va manger le cordon ombilical de son petit à la naissance et elle va le bouffer jusqu'à arriver au ventre. Et si le petit ne réagit pas, c'est-à-dire à la naissance, elle va le bouffer en entier en fait, parce que c'est une façon d'éliminer les plus faibles. Oui, je sais, c'est moche, mais je vous l'ai déjà dit en classe, il n'y a pas de morale dans le monde animal, ça c'est un truc d'humain. Et puis ensuite, alors c'est pas vraiment les poissons, hein, donc les poissons c'est ce qu'on appelle les téléostéens, hein, c'est des animaux aquatiques à squelette osseux, mais chez les requins, qui sont des chondrichthyens, qui ont un squelette cartilagineux, il existe un phénomène où les petits se bouffent les uns les autres dans le ventre de la maman, parce qu'il y a pas mal de requins qui sont ovovivipares, c'est-à-dire qui ont des œufs mais qui éclosent dans le ventre de la mère, et là il arrive que les frères ou sœurs les plus costauds bouffent les moins costauds, et donc la régulation se fait comme ça. Pour des exemples de petits alevins, donc bébés poissons qui mangent leurs parents, ça j'ai pas trouvé, hein, ça me semble compliqué.
Mais bon, voilà, sachez que ça existe. Donc oui, le cannibalisme existe chez les poissons, tout à fait. Et il est bien connu des personnes qui font de l'aquariophilie, parce qu'en fait, le fait d'élever des animaux en densité importante de population, c'est-à-dire avec beaucoup d'individus dans des petits espaces, donc c'est le principe de l'élevage, que ce soit dans un aquarium pour l'ornement ou que ce soit dans des élevages destinés à la nourriture humaine, quand on élève des poissons d'élevage, le fait de créer cette densité artificielle pousse les animaux à se bouffer les uns les autres parce qu'ils ont toujours cette crainte, entre guillemets, de ne pas avoir accès à suffisamment de nourriture. Donc c'est très connu dans le milieu de l'aquariophilie. Je pense notamment à un poisson très classique qui est le guppy, qui est le million fish, c'est-à-dire le poisson qui fait énormément de petits. Il fait tellement de petits que quand il est dans un espace clos, à un moment ça déborde. Et donc pour éviter que ça déborde, les parents bouffent une partie de leurs petits. Voilà. Donc la réponse est oui. Oui, ça existe. Alors, rien à voir, autre question, une élève me demande comment savoir qu'une araignée est vénéneuse. Alors, on a tous compris la question, hein. Il y a une différence entre vénéneux et venimeux. En général, vénéneux, on l'utilise notamment pour des plantes toxiques ou des champignons, etc. C'est-à-dire, dans les deux cas, il y a une histoire de toxicité. Un organisme est dit vénéneux quand il contient un poison, mais qu'il ne va pas donné de façon active à un autre organisme. Par exemple, un champignon vénéneux, il est vénéneux parce que quand il se fait bouffer passivement par un herbivore, par un consommateur autre, il peut l'empoisonner. Mais c'est pas le champignon qui décide d'injecter son poison à l'autre. Alors qu'on va parler d'animal venimeux, donc qui contient du venin, quand l'inoculation du venin va être active, avec un dard, avec une morsure, avec des systèmes de griffes venimeuses, de dents venimeuses, ça existe aussi. Donc après, il y a aussi des animaux vénéneux, je pense notamment à certains crapauds qui sécrètent une toxine à la surface de leur peau, donc ils ne décident pas de l'inoculer à un autre animal, mais si un autre animal les lèche, les croque, les machins, là ils s'intoxiquent avec leur poison. Vous comprenez? Donc vénéneux c'est passif, venimeux c'est actif. Donc une araignée, elle va être venimeuse éventuellement, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir injecter un poison. Alors elle l'injecte pas avec un dard ou comme une abeille ou une guêpe ou un frelon, enfin tout ce que vous voulez, ça va être par une morsure qu'elle va injecter son venin, mais on va y revenir. Alors comment savoir qu'une araignée est venimeuse? C'est un peu compliqué, hein. À moins de connaître toutes les espèces d'araignées, ça va être difficile. Alors en général, mais c'est pas toujours vrai, mais dans la nature, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, la plupart des animaux venimeux ou vénéneux le signalent par des couleurs très vives. Sont en général ornementés de couleurs extrêmement vives. Alors c'est le cas notamment d'une araignée venimeuse française. Comment elle s'appelle déjà? Attendez. La malmigate. Elle typiquement est toute noire avec des taches rouges sur l'abdomen. Donc bon, là en général quand on voit ça, on ne s'approche pas. Hein. Et elle est effectivement assez dangereuse. C'est surtout dans le sud de la France et en Corse qu'on la trouve. Mais il y en a une autre qu'on peut trouver pareil dans le sud de la France et en Corse, c'est l'araignée violoniste, et elle, franchement, elle est toute marron, toute poucrasse, à la tête, comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle soit parée de couleurs vives, elle l'est pas, quoi. Donc c'est difficile de savoir. Et par ailleurs, en France, il y a énormément d'araignées qu'on côtoie. Certaines sont totalement marron, etc. Je pense à la tégénaire, qui est cette araignée des greniers, là, cette grosse araignée que tout le monde déteste. Enfin, vous détestez probablement, moi je les adore, mais c'est un autre problème. Qui elle n'est absolument pas venimeuse, mais vous avez également des araignées non venimeuses, extrêmement parées de couleurs. Je pense notamment à certaines araignées comme les épères. Alors l'épère diadème, c'est peut-être moins visible, mais l'épère frelon, elle est magnifique. Hein. Ah oui, alors alerte arachnophobie, pardon, oublié de le dire, trop tard. L'épère frelon, elle est hyper vive, et pour autant, elle n'est absolument pas venimeuse. Enfin, pas à dose suffisante pour être crainte par l'homme. Alors justement, donc en fait c'est impossible de trop le savoir. Donc en général la marche à suivre, c'est quand on a un doute face à un animal en général, on ne le touche pas. Un animal sauvage, etc. Mais même un animal domestique, enfin bon, bref, si on a un doute, on s'approche pas. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. On s'approche d'autant moins que les araignées, alors il y a des fans d'araignées qui adorent les prendre dans les mains, etc. Les araignées c'est quand même très fragile.
Donc moins on les manipule, mieux elles se portent. Et à la base, quand même, une araignée, elle est craintive de l'humain. Donc elle va pas venir vous mordre comme ça, elle va pas vous sauter à la touche. Je parle des araignées en France métropolitaine, après je me doute que dans certains pays, il y en a qui sont un petit peu stock et un peu plus agressives, mais ici, une araignée va plutôt vous fuir, elle va être paralysée par la peur, elle va essayer de se barrer, éventuellement maladroitement elle va vous tomber dessus parce qu'elle essaye de se tirer en fait. Donc elles ne nous veulent pas du mal. D'accord, enfin, c'est pour dédiaboliser un peu le truc. Alors justement, j'enchaîne du coup sur une autre question. On me disait pourquoi ou comment. Non, c'est pourquoi les araignées mordent. Alors je vais aussi dire comment. Hein. Donc les araignées mordent, hein, elles ne piquent pas. Encore une fois, elles ont ce qu'on appelle des chélicères, c'est-à-dire des petits appendices autour de la bouche qui leur permettent de mordre leur proie. Ces chélicères donc sont pourvus ou pas de venin. Si elles injectent un venin alors, il y a des petites araignées qui ont du venin, mais nous, on risque rien, c'est des doses minimes pour nous. Donc, quand elles injectent le venin, c'est pour paralyser en fait leur proie, pour pas que la proie se débatte. Et puis ensuite, elles vont injecter, via ces chélicères à nouveau, elles vont injecter un liquide digestif en fait, qui va faire que la proie, pendant tout son temps de paralysie, c'est affreux, hein, va gentiment se digérer de l'intérieur, en fait, se liquéfier. Elle va se transformer en petite soupe. Et ensuite, l'araignée n'aura plus qu'à l'aspirer comme une pomme-pote. Donc vous vous doutez bien qu'une petite araignée, même un peu venimeuse, ne va pas aller mordre un humain. Enfin, vous voyez la quantité de chair, c'est inutile pour elle. Enfin, c'est pas possible, c'est l'Everest. Elle n'a aucun intérêt à venir dépenser de l'énergie, à nous mordre, etc., pour nous bouffer, ou pour nous faire du mal. Les rares cas, les fois où ça arrive, où une araignée va mordre un humain, ça va être principalement, et je parle encore des araignées en France métropolitaine et en Europe en général, je parle pas des pays exotiques où les araignées sont des steaks comme ça, hein. Mais si elle le fait, ça va être pour se défendre, ça va être parce qu'elle a peur, ça va être parce qu'elle est trop manipulée, ça va être parce qu'elle est collée contre vous, et même comme ça, elle va d'abord essayer de fuir, mais bon, voilà. Ou alors dans le jardin, vous avez mis la main dessus en débroussaillant, et le réflexe, elle a mordu, quoi. Mais pour elle, c'est une dépense d'énergie colossale, et en fait, 9 fois sur 10, vous l'écrasez. Hein. Donc voilà, l'araignée va pas s'en prendre à vous pour cette raison. Alors après, il y a des personnes qui sont allergiques aux morsures d'araignées, c'est pas de bol pour eux. Eux, je les invite, quand ils jardinent, quand ils vont dans la nature, à se protéger, mettre des gants, mettre des chaussettes hautes, éventuellement. Mais l'araignée, à la base, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on lui foute la paix. Et du coup, c'est génial, cette FAQ. J'enchaîne sur la question suivante, parce qu'on me disait, est-ce que c'est vrai que les marrons repoussent les araignées? Alors, je savais pas du tout. C'est une question qui m'a été posée à l'oral à la base en classe, et donc je l'ai rajoutée à la boîte à questions. J'ai fait quelques recherches. Alors, je suis allée sur mon site favori, Google Scholar. Je n'ai trouvé aucune étude scientifique sur le sujet. J'ai pourtant cherché en français, en anglais, j'ai même cherché en allemand pour vous dire, mais bon, pas trouvé. Par contre, effectivement, quand on tape dans Google marron araignée, on vous propose 18 000 sites qui vous vendent le fait que les marrons repoussent les araignées. Alors, il semblerait que le marron d'Inde, qui est le marronnier classique, hein, qu'on a par chez nous, qui n'est pas comestible, je le rappelle, et l'extrait de marron d'Inde est une odeur très répulsive pour les araignées. Alors ça reste à vérifier, moi je peux pas vous dire que c'est vrai, parce que j'ai pas trouvé la preuve, j'ai trouvé beaucoup de sites commerciaux autour de ça, et faire commerce de quelque chose, c'est pas en prouver l'efficacité, ça se saurait, hein. Ouais. Mais bon, visiblement c'est un peu un truc de grand-mère. Mais du coup ça m'amène à me questionner de pourquoi vouloir chasser les araignées de chez soi. Alors je sais, oui, bon, vous aimez pas ça, vous trouvez ça répugnant, il y a une sorte de peur ancestrale de l'araignée qui a été associée à un animal dégueu et dangereux. Bref, c'est un animal détesté, je comprends bien, mais c'est un animal qui a plein d'avantages. Si vous avez des araignées chez vous, déjà ça veut dire qu'elles s'y sentent bien. C'est des animaux sauvages, donc si votre intérieur est pollué, est mal aéré, et malsain en général, elles vont pas venir se réfugier chez vous. D'ailleurs, si vous regardez dans les vieilles maisons, en général, les araignées vont aller plutôt viser des zones calfeutrées, la cave, le grenier, qui sont des zones où l'humain circule peu, où il y a peu de produits ménagers d'utiliser, etc. Donc du coup, des environnements plutôt sains pour eux, et en plus, ça leur permet de fuir l'humain. Hein, voilà. Donc les araignées, elles viennent chez vous parce qu'il y fait bon, et ça, elles sont pas bêtes, elles ont pas envie de crever de froid dehors. Donc elles viennent ici. Mais si elles viennent en masse, ça veut dire qu'a priori, votre intérieur est cool. Donc ça, c'est déjà un bon point.
Et puis ensuite, c'est quand même des super prédateurs. Les araignées vont naturellement vous débarrasser, alors je ne dis pas à 100%, hein, mais de moucherons, de petites mouches, de moustiques, d'un tas de nuisibles. Notamment ceux qui ont comme moi beaucoup de plantes d'intérieur, les araignées sont vos amis, donc c'est pas un problème en soi d'avoir des araignées chez soi. Puis encore une fois, les araignées, si elles sont chez vous, elles vont pas vous sauter sur la tronche, elles vont vous éviter au maximum en fait. Donc moi, petit conseil, foutez-leur la paix, laissez-les tranquilles. À la belle saison, elles repartiront, et en attendant, elles passent l'hiver au chaud, vous faites une bonne action. Je vous avais dit que moi, les araignées, je les appelle des Paulines. Désolée pour toutes les Paulines qui nous regardent. C'est comme ça que j'ai vaincu ma peur des araignées que j'avais quand j'étais petite. Je me suis mise à leur parler, à leur donner des prénoms. Et mes enfants le font aussi. Toutes les araignées s'appellent Pauline à la maison et sont les bienvenues. Il est interdit de les tataner contre les murs. Bon voilà, donc là j'en ai fini avec les araignées. Et j'ai eu une autre question qui n'a rien à voir, où l'élève me demandait pourquoi l'eau est bleue. Alors déjà je suis désolée mais l'eau n'est pas bleue. Je vous en fais la preuve. Hein. Bon voilà. Ça, c'est de l'eau dans une bouteille. Alors, la bouteille est un peu crado, il y a un peu de calcaire et il y a un avocat dedans, mais on s'en fiche. Mais vous voyez bien, elle n'est pas bleue. En fait, elle est carrément transparente. Ok ? Bon, mais je comprends la question. C'est-à-dire que quand on regarde la mer, notamment, ou une rivière, ou un lac, en plein été, sous le ciel bleu, eh bien, elle est bleue. Et ben, j'ai donné la réponse, en fait, du coup. L'eau va prendre par effet miroir la couleur de ce qu'il y a au-dessus. Si le ciel est bleu et dégagé, l'eau, par effet miroir, va refléter cette couleur et donc va apparaître bleue. Mais vous verrez, hein, pour ceux qui vont à la mer ou se baladent auprès d'étendues d'eau les jours où il fait gris, l'eau apparaît grise. En toute logique, par effet miroir. Après, il y a une observation qui a été faite, notamment par les spéléologues qui allaient dans des grottes avec des lacs. Dans les grottes, là, il n'y avait pas de reflet forcément du ciel, hein, puisque c'était dans des grottes. Mais quand ils éclairaient l'eau avec leurs énormes lampes torches très puissantes de lumière blanche, elle apparaissait bleu-azur, mais vraiment, elle apparaît bleu-azur. Alors ça, c'est dû au fait l'eau et les particules qu'elle contient va absorber une partie du spectre lumineux. Vous l'avez tous déjà vu avec les arcs-en-ciel, mais la lumière blanche, en fait, c'est un mélange de plein de couleurs différentes qui ont des longueurs d'onde différentes, donc c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il se trouve que l'eau a tendance à absorber majoritairement tout ce qui est longueur d'onde rouge, orange, jaune, etc. en priorité, après un peu plus profondément le vert, et encore plus profondément, mais en dernier, le bleu. Donc ce qu'elle va renvoyer en premier, dans les premiers mètres, ça va être les longueurs d'onde bleues. Donc du coup, ce qui va arriver à notre œil et qui va pas avoir été absorbé par l'eau, c'est le bleu. Donc voilà, alors ça peut se montrer, merci Jacques d'ailleurs de m'avoir fait voir une petite vidéo où il y a un type qui montre ça très bien, il met un petit peu de lait dans un aquarium d'eau et puis il passe sa lampe torche à travers l'eau légèrement laiteuse et on voit clairement que le bleu n'est pas absorbé et donc l'eau apparaît bleue. Je vous avoue, flemme, j'avais pas envie de sortir un aquarium, même une lampe torche, c'est pas bon faire, en plus j'ai pas de lait, voilà, comme ça c'est réglé. Donc voilà pour l'explication de pourquoi l'eau est bleue. En fait elle n'est pas vraiment bleue, mais vous avez compris. Enfin j'espère. Bon après j'avais une dernière question, mais là pour le coup, faut d'abord que je clarifie le sens de la question. Il y a un élève qui m'a demandé comment les bébés oiseaux sont nés. Il va falloir que j'en discute avec cet élève, je sais qui c'est, donc je vais lui demander ce qu'il entendait par là, parce que si c'est ce à quoi je pense, c'est-à-dire l'œuf ou la poule, machin qui de l'œuf ou de la poule, là on part sur une vidéo d'1 heure. Donc je vais pas vous imposer ça, je vais déjà monter bravement toute cette vidéo, et puis ce sera pas mal. Bon écoutez, j'espère que vous passez en tout cas d'excellentes vacances, que cette première FAQ de l'année vous aura plu. J'ai un lapin qui dort, vous voulez le voir? C'est un peu fastoche, hein. Je vais le réveiller. J'avoue, c'est un peu fastoche de sortir le lapin pour faire des vues. Tu vas être sur la miniature? C'est encore mieux que les bébés chats. Elle est en train de dormir, je suis vraiment pas sympa. Tu veux que je te relâche? Elle s'appelle Taïne. C'est à elle que vous cueillez des pissenlits et du plantain pour certains. C'est elle qui bouffe tout. Elle est trop mignonne, mais elle bouffe tout. Et elle fait que des bêtises. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse un vlog lapin pour vous montrer à quel point c'est l'enfer.
Je le ferai avec plaisir. Bon, et puis prochaine vidéo, on va faire à nouveau un truc avec Monsieur Robert, fan de grenouilles. Donc c'est prévu, on va faire ça, je pense, cette semaine. Je vous dis à la prochaine, passez d'excellentes vacances, et Taïn vous dit au revoir avec les oreilles, arrête de m'emmerder. Allez, je la repose. Salut les élèves!